Dans cette édition, nous irons au Ghana où s'est ouvert ce jeudi le 45e sommet de la CEDEAO. Au menu, la sécurité dans la sous-région et la fièvre Ebola. La notation financière est une référence dans le milieu des affaires au niveau des États notamment. La Côte d'Ivoire a été classée en catégorie B1, une notation qui montre que l'économie ivoirienne est en nette progression. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida vient de lancer une campagne préventive de vaccination contre le choléra et la rougeole à Mosikro, sous-quartier de la commune d'Atekoubi. République centrafricaine, il est temps de rendre des comptes, c'est l'intitulé du rapport d'Amnesty International. Dans ce rapport publié aujourd'hui, l'organisation dénonce les crimes de droit international et demande que les responsables de ces crimes soient poursuivis et punis. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal du RTI 1. Ajouté au sommaire de cette édition, le dossier du jeudi, nous nous intéressons aujourd'hui à la question de la gestion des réseaux enterrés et le désagrément des entreprises de télécom qui donnent les autorisations à ces entreprises. Y a-t-il un suivi après l'exécution des travaux? Enfin, existe-t-il des sanctions prévues par la loi? Réponse dans quelques instants dans le dossier de la rédaction. Et je disais, oui, il y a eu un sommet aujourd'hui au Ghana et le président de la République qui a pris part à ce sommet a regagné Abidjan ce soir. Nous y reviendrons dans cette édition. Mais déjà au Ghana, sur place donc au Ghana, le président de la République a eu des audiences. Il s'est entretenu avec le chef de l'État burkinabé. Voyons cet entretien et c'est avec notre reporter Awa Touré. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso préparent activement la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération prévue fin juillet à Ouagadougou. Le président de la République Alassane Ouattara et son homologue du Faso Blaise Compaoré ont mis à profit leur séjour au Ghana dans le cadre du 45e sommet ordinaire de la CEDEAO pour faire le point. L'occasion aussi pour les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Blaise Compaoré, d'aborder des questions liées à l'intégration régionale et à la stabilité dans l'espace CEDEAO. Aborder aussi entre nous ce qui va nous réunir à la fin du mois, c'est-à-dire le traité d'amitié Côte d'Ivoire-Burkina, pour évaluer avant donc ce sommet ce que nous pouvons encore initier ou entreprendre pour consolider nos engagements. Nous avons, Monsieur le Président, fait des progrès importants. Je crois que la réunion de fin juillet à Ouagadougou nous permettra de vous démontrer que les choses avancent bien et très vite. Et nous sommes sur la bonne voie et nous aurons l'occasion d'avoir plus de détails quand nous serons à Ouagadougou. La 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération va permettre à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso de signer 26 accords de coopération. Et le 45e sommet ouvert ce matin donc au Ghana s'est penché notamment sur la question de la sécurité dans la sous-région, notamment au Mali et à l'évolution de la situation sociopolitique en Guinée-Bissau. L'épidémie de la fièvre Ebola s'est aussi invitée dans les sujets de discussion. Et l'autre fait marquant de cette rencontre est l'entrée en vigueur le 1er janvier 2015 du tarif extérieur commun, nous explique notre envoyé spécial Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, au nombre desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis en session ordinaire à Accra, ont décidé de l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun le 1er janvier 2015, afin d'accroître la productivité dans la sous-région. Cette mesure devrait aussi faciliter la mise en œuvre de l'accord de partenariat régional avec l'Union européenne. Toujours au plan économique, les présidents ouest-africains entendent accélérer le processus de mise en place de la zone monétaire unique. En ce qui concerne la création de la zone monétaire unique, la mise en œuvre de la feuille de route que vous avez adoptée a connu une avancée significative avec les recommandations issues des réunions tenues à Dakar du 25 au 30 juin 2014, dont celle des gouverneurs des banques centrales, sur les actions d'harmonisation des politiques monétaires
de réglementation bancaire et de réforme du secteur financier en application de la décision du 44e sommet ordinaire. Le mérite en revient à leurs excellences les présidents Mahamadou Issoufou de la République du Niger et John Dramani Mahama de la République du Ghana. Je voudrais leur exprimer notre vive reconnaissance. C'est le même sentiment que nous éprouvons à l'égard de leurs excellences, les présidents Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, pour leur dévouement et l'efficacité avec lesquels ils se consacrent aux missions dont vous les avez investis au sujet du développement des infrastructures régionales et de la libre circulation des personnes respectivement. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a aussi examiné la question de l'introduction de la carte d'identité biométrique en Afrique de l'Ouest pour faciliter la libre circulation des citoyens de l'espace CEDEAO. À ce propos, le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, a relevé les avancées significatives avant d'inviter les chefs d'État et les différents partenaires à la levée de certains obstacles afin que cet objectif devienne une réalité. Le président de la CEDEAO, s'agissant de l'épidémie de la fièvre Ebola, a appelé à une mobilisation de toutes les ressources afin de combattre efficacement la maladie. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont par ailleurs fait le point de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et particulièrement au nord du Mali et au Nigeria, ainsi qu'en Guinée-Bissau. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit, a justement salué le leadership de la CEDEAO dans la résolution des crises en Guinée-Bissau et au Mali, et appelé à la coopération en vue de juguler le terrorisme en Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la fin des travaux, a quitté la capitale ghanéenne aux environs de 17 heures pour Abidjan. Et justement, le président de la République a regagné Abidjan. Voyons ce reportage signé Viviana Imé. La CEDEAO se porte bien, a fait savoir le président de la République Alassane Ouattara à son retour ce jeudi en fin d'après-midi du 45e sommet ordinaire de l'organisation qui se tient ces 10 et 11 juillet à Accra, au Ghana. Le chef de l'État qui a participé à l'ouverture des travaux a dit sa satisfaction quant aux décisions communes qui ont été envisagées dans le cadre du sommet concernant la situation de la fièvre épidémiologique Ebola dans la sous-région, et sur l'évolution de la situation en Guinée-Bissau et sur les différentes médiations entreprises par la CEDEAO dans le cadre de la résolution de la crise au Mali. Nous étions 11 chefs d'État à y participer sur les 15 États membres, ce qui démontre la solidarité entre les pays membres de notre communauté. Le sommet a été l'occasion pour nous d'écouter le rapport intérimaire du président de la Commission, qui a fait un tour d'horizon sur l'évolution de notre communauté, sur tous les plans politiques, économiques, dans des domaines spécifiques de l'agriculture, de l'environnement, de la paix, de la sécurité, et pour nous dire en substance que notre union va bien, les progrès sont importants. Et en même temps, nous avons examiné l'évolution spécifique dans deux pays, le Mali et la Guinée-Bissau, qui ont fait l'objet bien évidemment de suivi de notre part au cours des 2 dernières années. Et là également, la situation se normalise, notamment en Guinée-Bissau, récemment avec les élections présidentielles et législatives, qui ont vu la mise en place d'un président démocratiquement élu, José Mario Vaz, et également d'un parlement. Nous avons reparlé du Mali pour nous coordonner les positions par rapport aux différentes médiations, pour dire que, évidemment, toutes les médiations sont les bienvenues, mais donc la colonne vertébrale demeure l'accord de Ouagadougou et que tout doit être mis en œuvre pour que cet accord soit respecté de part et d'autre. J'ai eu bien évidemment l'occasion de rencontrer plusieurs chefs d'État, mais avant cela, j'indiquerai que le sommet a tenu à avoir un point spécifique
sur la question de l'épidémie de la fièvre Ebola. Le Nigeria a eu un geste de solidarité à l'endroit des 3 pays membres d'environ 3 millions de dollars et également au niveau d'un fonds spécifique de la CEDEAO pour faire face à cette épidémie. Je voudrais dire que, en fait, ce sommet s'est déroulé dans une atmosphère de parfaite cordialité. Et nous sommes convenus que le prochain sommet se tiendra à Abuja en décembre. Décembre cette année, la date sera fixée avec les responsables compétents. En marge du sommet, j'ai échangé avec plusieurs chefs d'État, en particulier avec le président Compaoré, puisque en fin de mois, fin juillet, nous serons à Ouagadougou, les 30 et 31 juillet, pour le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc je termine en disant que nous avons eu un excellent séjour, nous avons été bien accueillis et nous sommes contents de rentrer et de pouvoir reprendre le travail dès demain. Et pendant que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se réunissaient à Accra, il s'est ouvert ce matin à Abidjan, capitale économique ivoirienne, la 56e session de la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie. La rencontre d'Abidjan porte sur la réflexion éducation inclusive et de qualité pour tous en francophonie. Défis, priorités et perspectives pour l'après 2015. L'objectif est d'identifier des actions prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre communautaire de la francophonie, notamment les politiques éducatives au sein des États membres et l'orientation de l'ensemble de la programmation éducation-formation. Le reportage de Michel Digré dans nos prochaines éditions. La notation financière est une référence dans le milieu des affaires au niveau des États notamment. Et la Côte d'Ivoire a été classée en catégorie B1. Une notation qui montre que l'économie ivoirienne est en nette progression et ce qui donne une certaine visibilité aux partenaires concernant leur intervention dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est un reportage d'Adama Koni. Dans le monde de la haute finance internationale, les investisseurs privés et les partenaires au développement restent regardants sur certains indicateurs de risque. À l'exemple de la notation financière qui donne de la visibilité sur la solvabilité d'un pays ou d'une structure. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire est allée prendre sa mesure dans la cour des grands. L'agence américaine de notation financière Moody's lui attribue la note B1. C'est une très bonne chose que la Côte d'Ivoire soit notée, je pense qu'il était temps. C'est la preuve d'une bonne gouvernance et d'une transparence, donc c'est quelque chose qui est très apprécié par les marchés en général. La note B1 correspond à une note spéculative. C'est un pas très important dans l'historique financier du pays. Et effectivement, c'est un premier pas qui se fait à travers une transparence totale vis-à-vis du marché financier mondial. L'agence s'est appuyée sur 4 facteurs pour cette évaluation. Une croissance diversifiée. L'autre situation que Moody's indique, c'est la précarité institutionnelle et le déficit budgétaire, donc qui reste contenu malgré donc les dépenses d'infrastructure. Le 4e et dernier facteur étant la robustesse des fondamentaux de l'économie ivoirienne, ce qui modère les risques d'événements exceptionnels. Quelles sont alors les conséquences de la notation B1 pour la Côte d'Ivoire? C'est une importance capitale parce que la notation financière va déjà montrer que la Côte d'Ivoire est un pays qui adhère à la bonne gouvernance et à la transparence et qui va permettre à la Côte d'Ivoire de montrer à ses investisseurs actuels potentiels et ses partenaires sa capacité à absorber des capitaux, sa capacité à faire face à ses obligations financières, donc sa capacité à générer du cash flow pour faire face à ses obligations financières. Pour finir, l'agence de notation anticipe une perspective positive avec accélération de la croissance économique et des réformes structurelles devant favoriser la stabilité politique. Toutes choses qui sont synonymes de révision de la note à la hausse. Les rendez-vous du gouvernement avaient pour invité ce jeudi le ministre des Industries et des Mines, Jean-Claude Brou, s'est prononcé sur la politique industrielle et minière pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sachez que le ministère, à travers son plan d'action, se donne les moyens de contribuer à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, a expliqué le ministre Jean-Claude Brou.
Le secteur de l'industrie et celui des mines, des secteurs clés de l'ambitieux programme de relance économique de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Industrie et des Mines s'est attelé à ce rendez-vous, à montrer comment les deux secteurs vont contribuer à l'émergence du pays. Le secteur industriel dynamisé verra sa part dans le PIB passer de 25% aujourd'hui à 40% en 2020. Le tout dans un cadre macroéconomique propice. Le cadre est trouvé adéquat par les entreprises qui vraiment essaient de l'utiliser au maximum. Et on le voit au niveau du montant des investissements agréés. 224 milliards en 2012, 513 en 2013. Et sur les 6 premiers mois de l'année, nous sommes à 166 milliards. L'amélioration de l'environnement des affaires, l'appui à la lutte contre la contrefaçon sont 2 des 5 instruments mis en œuvre par le gouvernement pour dynamiser le secteur industriel. Le décret d'application de la loi sur la contrefaçon a été adopté par le gouvernement et c'est un élément important parce que ça va permettre aujourd'hui à un détenteur de droits de propriété industrielle de pouvoir faire bloquer par exemple des marchandises de contrefaçon où il y a un soupçon de contrefaçon, les faire bloquer à la douane et empêcher le dédouanement. Doté désormais d'un code attractif et propice à sa modernisation, le secteur minier est un atout pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les stratégies que nous mettons en place, c'est comment accroître la production, comment augmenter les recettes, générer les emplois et créer de la valeur ajoutée. Présent à ce rendez-vous du gouvernement avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani, la ministre de la Communication, Foussiata Bamba Lamine, ne manquera pas de voir dans l'afflux des investisseurs au port de la Côte d'Ivoire la confiance en que leur inspire à nouveau le pays. Avec eux, la Côte d'Ivoire attend se transformer en un véritable pôle industriel en Afrique de l'Ouest. C'était un reportage d'Hugues Hervé Blé. Demain, vendredi 11 juillet, sera célébrée la Journée mondiale de la population. Cette journée a pour objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Et cette édition 2014 a pour thème investir dans les jeunes. La Côte d'Ivoire, bien sûr, va marquer l'événement. Le reportage de Laure Magnécé est commenté pour vous par Maïsako. Les jeunes en Côte d'Ivoire sont les plus touchés par la pauvreté parce que la grande majorité de ces jeunes, soit 85%, est au chômage. À l'occasion de la 28e édition de la Journée mondiale de la population célébrée ce 11 juillet, Albert Mabritouakeus revient sur le programme du gouvernement en leur faveur. Au niveau de l'emploi, l'État a entrepris des réformes institutionnelles majeures et a mis en place des fonds d'appui à l'auto-emploi d'un montant initial de 2 milliards de francs CFA pour les projets des jeunes, avec nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, pour un montant de 22 milliards de francs CFA et l'Agence française de développement pour 46 milliards, l'État va engager des actions plus vigoureuses en faveur de la capacitation des jeunes. Le succès de ces actions passe par la maîtrise de la démographie. Or, la jeunesse est caractérisée par une fécondité précoce et élevée. Selon l'enquête démographique et de santé 2012, 30% des jeunes filles de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde et 23% ont au moins un enfant. C'est pourquoi le gouvernement a engagé, sous la houlette du président de la République, des investissements stratégiques visant à accroître les capacités d'éducation-formation, en particulier chez les filles, à combler les lacunes dans la disponibilité, la qualité et l'accès aux services de santé, spécifiquement en santé de la reproduction. Cette journée sera célébrée en Côte d'Ivoire dans la ville de Toumaudi le samedi 19 juillet sous le thème « Investir dans les jeunes pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida vient de lancer une campagne préventive de vaccination contre le choléra et la rougeole à Mosikro, sous-quartier de la commune d'Atekoubé. Les enfants ont été vaccinés contre ces maladies et d'autres également ce jeudi 10 juillet. Les récentes inondations, vous le savez, ont causé des déplacements massifs de population et une baisse de l'hygiène de vie dans ce quartier précaire. C'est ce que nous explique notre reporter Gabriel Zani. Après les inondations qui ont fait 23 morts dans le district d'Abidjan, le gouvernement ne veut plus enregistrer d'autres victimes. Au nombre des mesures préventives adoptées au niveau sanitaire, une campagne de vaccination.
Elle vient d'être lancée par la ministre de la Santé à Mosikro. Cette campagne a pour but de lutter contre les effets néfastes des intempéries que sont le choléra, la rougeole, des maladies diarrhéiques causées par l'insalubrité du cadre de vie et très vite mortelles pour les enfants. Dans le bidonville de Mosikro, des familles ont été déguerpies par la pluie. Avec les intempéries, les caniveaux sont bouchés par les déchets qui causent la stagnation des eaux usées. Mais si ces maladies surgissent, elles peuvent devenir très vite des épidémies. L'État veut prévenir que guérir. Je suis convaincu que les enfants de Mosikro ont reçu la vaccination contre la polio. Mais aujourd'hui, dans les cas que nous avons connus, nous sommes obligés de revacciner. Ce sont des mesures de prévention d'urgence. 5 vaccins seront administrés lors de cette campagne. Les populations des zones sensibles sont concernées. Les agents de santé vont sillonner bientôt les bidonvilles comme Samaké à Bobo et Gobelé à Cocody. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité donne un délai de 6 mois pour régler la question des embouteillages dans le district d'Abidjan. Le ministre Ahmed Bakayoko, devant les députés ce jeudi, a affirmé que des mesures immédiates à court et moyen terme seront prises pour régler le problème, nous explique notre reporter Léon Bro. Que faut-il pour éviter les embouteillages aux Abidjanais? La question des députés au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko est motivée par de nombreux constats. Les embouteillages n'épargnent aucune artère ou aucun carrefour et personne, y compris les cortèges officiels et ambulances, n'y échappe. De plus, la police est incompétente face à ce phénomène qui pourtant crée de nombreux désagréments aux usagers de la route, voire à l'activité économique. Pour répondre, Ahmed Bakayoko indique la densité du trafic avec l'augmentation du parc automobile, estimé à ce jour à 400 000 véhicules, le mauvais état de la signalisation, l'insuffisance de l'effectif de la police de la circulation, 800 agents contre 2000 attendus. Le tout couronné par l'insubordination des automobilistes sur la voirie abidjanaise, devenue également insuffisante. Toutefois, rassure le ministre d'État, le gouvernement a envisagé des mesures pour régler la question des embouteillages d'ici à 6 mois. Il faut d'abord augmenter la capacité des routes, c'est ce que nous sommes en train de faire à travers la construction des ponts, des autoroutes, des passerelles, des nouvelles voies pour désengorger la route. Ensuite, nous imaginons aller vers le transport multimodal, c'est-à-dire développer le transport lagunaire, développer le transport ferroviaire. Puis il y a des questions de discipline. Et donc, il y a toute une éducation, il y a des textes à prendre, il y a des mesures immédiates à prendre pour que justement ces questions-là ne viennent pas aggraver la situation existante. Ensuite, au niveau de la régulation, il faut que les policiers aient un comportement exemplaire. Le rendez-vous de la fin de l'année est tenable, toujours selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Il indique que 70% du budget pour la réhabilitation et la création de ces routes sont déjà mobilisés et les chantiers attribués. À cela s'ajoute la livraison certaine de nombreux ouvrages, échangeurs de la Riviera 2 et du boulevard Valéry jusqu'à Destin, pont Henri Konan Bédié, route à Bobo à Niama, etc. Sans oublier le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la police de la circulation. Et en bref, demain, vendredi, à 10h précises, les députés sont conviés à une plénière pour délibérer sur 3 projets de loi relatifs au statut des rois et chefs traditionnels, les 2 autres portant régime de prévention, de protection et de dépression en matière de lutte contre le VIH-Sida et l'autre relatif au traité de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. ONU Femmes vient en aide à 300 femmes et jeunes filles de la commune de Dadané, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'organisation a mis à leur disposition une enveloppe d'environ 150 millions de francs CFA. Ce décaissement devrait leur permettre de créer des activités génératrices de revenus. Et le lancement officiel de ce projet de réintégration sociale des femmes et jeunes filles a eu lieu dans la ville de Dadané, nous explique Thérèse Tapeyopouy. De nombreuses femmes ont été rendues vulnérables du fait de la crise dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Face à cette situation, l'ONU Femmes a décidé de voler à leur secours en mobilisant près de 150 millions de francs CFA. Cette somme
va permettre aux femmes et jeunes filles de Danané rapatriées et déplacées d'accroître les opportunités d'affaires et prendre toute leur place dans la reconstruction de la région. Il faut dire que nous avons traversé les moments difficiles. L'ONU Femmes nous a fait du bien aujourd'hui. Nous allons oublier nos soucis. Nous prions que ça soit continuel parce que nous avons encore besoin de ces organisations. Nous avons encore besoin de moyens financiers pour que nous puissions sortir réellement de cette crise. Pour cette première phase, ce sont 15 projets qui sont financés par ONU Femmes et le HCR. Chaque groupement de femmes a reçu son chèque pour mettre en œuvre des activités pouvant changer leurs conditions de vie. La réalisation de ce projet dans la commune a été rendue possible grâce à l'implication de l'équipe municipale. Après 20 ans de crise, les femmes de Danané ont été épuisées. Les femmes de Danané ont subi tout. Aujourd'hui, grâce à ONU Femmes, grâce au ACR, c'est pratiquement plus d'une centaine de millions que les femmes au niveau de la commune de Danané reçoivent, les rapatriés et les associations de femmes de Danané. Après Danané, plusieurs autres communes de l'Ouest vont bénéficier de ce vaste programme dont l'objectif est de contribuer au redressement économique des communautés et instaurer la cohésion sociale au sein des peuples. On en arrive au dossier du jeudi et nous nous intéressons aujourd'hui à la question de la gestion des réseaux enterrés et le désagrément des entreprises de télécom. Qui donne les autorisations à ces entreprises? Y a-t-il un suivi après l'exécution des travaux? Enfin, existe-t-il des sanctions prévues par la loi? Réponse dans le dossier du jeudi signé Herman Yamien. Chaque jour qui passe, ce trou gagne du terrain. Il a été laissé dans cet état après des travaux d'enterrement de câbles de télécommunications. Comme on le constate, le trottoir n'a pas été remis en l'état après les travaux. Avec le boom des télécoms en Côte d'Ivoire, les travaux d'installation de câbles souterrains se sont multipliés. Ils ont pour objectif d'étendre le réseau et aussi d'améliorer la qualité du service. À côté d'eux, plusieurs travaux d'assainissement sont également entrepris dans le district d'Abidjan. Et pour accomplir leur mission, les entreprises sont souvent obligées de faire des entailles dans la chaussée. Le trottoir non plus n'est pas épargné. Mais une fois les travaux terminés, les entreprises se contentent de refermer les trous uniquement avec la terre et sans la moindre couche de bitume. Grande ville comme Abidjan comme ça, et puis on voit des trous comme ça, vraiment c'est pas présentable. Et puis quand il finit de casser, il laisse ça comme ça, il y a la boue partout. Vraiment, les gens ont des problèmes pour masser sur le chaussée. Donc moi je condamne ça. Et même ils n'ont plus le temps de creuser. Dès qu'ils finissent, ils doivent fermer. Non, de défermer en tout cas. C'est pas joli à voir. À chaque fois le goudron a des problèmes. Quand le véhicule poids lourd passe dessus, ça s'ouvre encore et ça crée des problèmes, surtout que tout le monde c'est bien pluvieuse. Question. Les entreprises ont-elles le droit de casser la voirie? Existe-t-il un cahier des charges? Si oui, que dit-il? Pour avoir des éléments de réponse, nous nous sommes rendus à l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. Normalement, si vous voulez, n'ont pas le droit de creuser dans la chaussée sans autorisation. Mais dans le passé, ce qui se passait, c'est qu'elles demandaient l'autorisation, je crois, des mairies, des quartiers ou des municipalités concernées, qui donnaient ces autorisations. À la suite de cela, donc, l'entreprise faisait les travaux. Et comme les opérateurs ne font pas ces travaux eux-mêmes, ils recourent à des entreprises pour faire ces travaux-là. Et ces entreprises, donc, ces sous-traitants ou ces entreprises qui font ces travaux, qui ne faisaient pas donc la remise en état de la chaussée dans les normes. Aujourd'hui, en principe, les grands opérateurs nous informent et nous participons donc avec eux à la définition du cahier des charges. Le directeur général de l'AGEROUTE est formel. Aucune entreprise n'a le droit de creuser dans la voirie sans autorisation. Pourtant, sur le terrain, si les grandes entreprises font l'effort de se prémunir d'une autorisation avant exécution de leurs travaux, ce n'est pas toujours le cas concernant les petites entreprises et les particuliers. Ces derniers se contentent d'exécuter leurs travaux, mais la réhabilitation des lieux n'est pas leur souci. Là où nous avons des difficultés, ce sont d'autres privés. Par exemple, vous faites un travail chez vous, à domicile, vous voulez prendre le courant d'un point à un autre de la route, vous faites appel à quelqu'un qui vient creuser. Souvent, on n'est même pas informé, nous découvrons nous-mêmes en passant là. C'est avec ces gens-là que nous avons des difficultés. Sinon, les grands opérateurs, nous avons aujourd'hui un cadre qui est établi, ne font pas des travaux sur la chaussée sans nous informer. Et dans ces cas-là,
La reconstitution se fait vraiment de façon professionnelle, dans les normes. Ces travaux endommagent fortement la chaussée et causent d'énormes désagréments aux automobilistes et même aux piétons. Malgré l'existence d'une brigade chargée de la protection du domaine public routier, aucune entreprise n'est inquiétée. L'État doit prendre des sanctions à l'encontre de ces sociétés-là, afin que ça puisse servir de leçon à d'autres sociétés qui voudront faire cela. C'est pas joli à voir qu'ils finissent, ils laissent ça comme ça et puis il n'y a personne pour aller leur demander compte pourquoi vous avez fait ça. C'est pas normal. Avec les grands opérateurs, nous avons le moyen de remonter à eux. Même si nous découvrons plus tard, nous pouvons remonter à eux. Mais quand il s'agit d'un privé, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Le directeur général avoue, ces équipes ne peuvent pas être partout pour contrôler ce qui se fait sur le domaine public routier. Il choisit pour l'instant la carte de la sensibilisation pour amener population et entreprises à protéger les voiries. Avant que des mesures draconiennes ne soient prises pour freiner le mal, les voiries, elles, continuent de subir les entreprises. Voilà, c'était le dossier du jeudi proposé par le service société de la rédaction. République centrafricaine, il est temps de rendre des comptes. C'est l'intitulé du rapport d'Amnesty International. Dans ce rapport publié aujourd'hui, l'organisation dénonce les crimes de droit international commis en Centrafrique en 2013 et 2014 et demande que des enquêtes soient ouvertes et que les responsables de ces crimes soient poursuivis et punis. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention.